Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. À l'occasion des 2 sessions de cette année, la Chine a lancé une série importante de réformes institutionnelles. Quels sont les détails de ces réformes et quel impact auront-elles dans l'avenir de la Chine? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Avant cela, je vous propose de regarder ensemble un reportage pour vous rendre compte de l'ampleur de ces réformes avec notre journaliste Zhao Ye. Suite à l'ouverture et au début des réformes il y a 40 ans et face à de nouveaux besoins apparus à différents moments cruciaux de son développement, la Chine a mis progressivement en place des changements dans les fonctions et la structure du parti et des institutions, respectivement en 1982, 1988, 1993, 1998, puis en 2003, 2008 et 2013, le pays a entrepris 7 réformes majeures des structures gouvernementales. Le 13 mars 2018, le plan de réforme institutionnelle du Conseil des affaires d'État a été soumis à l'actuelle première session de la 13e Assemblée populaire nationale pour délibération. Selon ce plan, au sein du Conseil des affaires d'État, 8 départements de niveau ministériel vont être supprimés, ainsi que 7 départements de niveau vice-ministériel. En plus de son bureau général, le Conseil des affaires d'État sera constitué de 24 ministères et commissions. Durant la session, le conseiller d'État Wang Yong a donné des explications concernant le plan de réforme institutionnelle du Conseil des affaires d'État. Il faut approfondir la réforme des institutions, rationaliser l'administration et déléguer les pouvoirs, améliorer la régulation, et cela s'agissant des départements nouvellement formés comme des départements qui ont subi des ajustements. Nous devons donc modifier le fonctionnement des institutions gouvernementales et améliorer leur efficacité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et nous avons vu dans le reportage que cette année, les réformes touchent de nombreuses administrations clés du gouvernement. Et pourquoi l'année 2018 a été choisie pour lancer cette série de réformes très importantes? En fait, tous les 5 ans, l'Assemblée nationale se réunit pour décider les grandes orientations du pays. Et cette année, donc, c'est l'échéance, c'est tous les 5 ans, donc c'est une grande assemblée. Mais avant cela, il y a une période de préparation. En fait, les réformes qui sont sorties cette année ont été en préparation ou carrément en expérimentation depuis un certain nombre d'années. Les décisions faites cette année sont déjà des pratiques mûres, en fait. Ce sont des pratiques qui ont été déjà testées dans quelques points en Chine, et maintenant c'est fixé, c'est définitif, ça va sortir et ça va durer. Donc, c'est-à-dire il y avait déjà une période d'expérimentation avant toutes les annonces. Alors, on sait que depuis la réforme et l'ouverture de la Chine a déjà engagé dans plusieurs réformes institutionnelles dans le passé. Et pour les téléspectateurs qui ne sont pas familiers avec tout ce processus, quelles sont les caractéristiques des réformes lancées cette année? En fait, pour simplifier, en résumé, l'esprit de cette réforme, parce que la réforme touche plusieurs branches du gouvernement chinois. Dans le cabinet, il y a une restructuration de beaucoup de ministères, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout, le principe dirigeant de cette réforme est on rend les administrations ou les ministères qui étaient plutôt sectoriels en départements fonctionnels. C'est-à-dire qu'autrefois, le ministère des Ressources naturelles, etc., couvre les ressources naturelles, etc. Et le ministère de l'Agriculture, le ministère ne prend en charge que ce qui est sur le sol, n'est pas responsable de ce qui est sous le sol. Donc le sous le sol et le sur le sol est souvent, quelquefois, en conflit.
Donc c'était sectoriel, etc. Maintenant, on a fusionné toutes ces activités pour en faire un ministère en fait de d'urbanisation, ministère de ressources naturelles, tout ça ensemble, ce qui fait que en fait le problème sous-sol et le problème sur-sol sont ensemble. Et la planification doit tenir en compte toutes les caractéristiques de ces ressources, sur le sol comme sous le sol. Donc, je pense d'une certaine manière, la définition des ministères, selon leur fonction, normalement ou théoriquement, doit être plus efficace, plus cohérent que la séparation des ministères par secteur. Avec le développement économique de la Chine, il y a plus de demandes que tout ça, ça fonctionne bien. C'est ça. Il y a des raisons qui sont impliquées avec le développement de la Chine. Par exemple, c'est aussi le cas de la création d'une agence de développement international et de coopération. Ça aussi, c'est lié plus ou moins au stade de développement de la Chine. Maintenant, la Chine est devenue plus développée et elle est impliquée dans des actions internationales plus avancées. Et donc, les ministères responsables de ce genre de coopération, de ce genre d'assistance internationale, etc., ne répondent plus au plan de développement que la Chine s'est fixé. La Chine s'est fixé de grands plans de développement d'action internationale, comme la ceinture et la route. La ceinture économique de l'ancienne route de la soie et la route maritime de la soie, etc. Ça implique beaucoup d'interventions, beaucoup d'investissements, beaucoup d'assistance, etc. Alors il faut qu'il y ait une agence spécialisée pour prendre soin de toutes ces décisions, de tous ces projets impliqués. Mais avant, c'était... Avant, les fonctions étaient assumées par différents secteurs, par différents ministères. La coopération internationale était de la compétence du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce prend non seulement la responsabilité concerne l'import et l'export, mais aussi la coopération internationale. Mais il y a aussi l'assistance internationale. L'assistance internationale est des compétences du ministère de la Finance. Il y a aussi le NDRC, la Commission nationale de la réforme et du développement, est aussi impliquée dans l'assistance à l'investissement chinois à l'étranger. Donc maintenant, il faut fusionner ces activités pour en faire une agence spécialisée qui prend en charge toutes les activités. Alors effectivement, on a vu il y a beaucoup de fusions et des départements nouvellement créés. Et alors avant de passer à la suite, nous allons écouter les commentaires d'experts et quelques concernés sur ce sujet. 国务院机构改革方案呢，是党和国家机构改革方案的重要部分。目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构的职能体系。很多的经济问题很难通过经济问题本身来解决，是吧？像经济大萧条的时候、经济危机的时候，都需要政府的大力的干预。所以我们需要一个有效政府。这一次的机构改革要进一步拉近我们的党和国家机关和人民群众和社会之间的距离，有利于去建设人民满意的服务型政府。这个职能体系如果能够建立起来，那么能够为推进国家治理体系和治理的能力的现代化提供一种主体上、组织上、机构上的保障。党中央下定决心解决党和国家机构职能体系中存在的一些障碍和弊端，我们对未来的前景也是更有信心了，也要发挥这个党员的带头作用，做好本职工作，为中国梦的实现而努力奋斗。
Alors, on voit aussi que dans le domaine économique, on a vu que la Chine va fusionner les organes de contrôle bancaire et l'organe de contrôle de l'assurance en une seule commission. Donc, quel message a été transmis? Parce que maintenant en Chine, il y a beaucoup de spéculation. Est-ce que on ne va pas, les gens disent maintenant il faut acheter de l'assurance au lieu de déposer leur argent dans la banque, ou soit à l'extérieur, on dira que c'est une mesure qui prépare le pays pour une plus grande ouverture de son secteur financier. Quel est votre commentaire sur cette création? Oui, la fusion, ce qu'on appelle la Commission nationale de surveillance sur le secteur bancaire et la Commission nationale de la surveillance sur les assurances. Je pense que c'est une grande tendance dans le monde parce que les institutions financières tentent à se mêler de plus en plus dans des activités autres que le dessin, que l'idée originale. En fait, le système de contrôle de notre système financier est basé sur une séparation d'opérations entre les banques, les sociétés d'assurance et autrefois les sociétés qui opèrent sur le marché des capitaux, c'est-à-dire des institutions de titres. Donc il y avait une séparation complète. Donc, comme les institutions financières étaient séparées, ils avaient des champs d'action plutôt limités. Donc la séparation des institutions de surveillance correspondait aussi à ce genre de situation. Mais depuis un certain temps, les choses commencent à changer. Les banques, même en Chine, les banques commerciales, commencent à intervenir de plus en plus, à investir davantage sur le marché des assurances. De même, donc, cela rend les situations plus compliquées. Dans le cas de la séparation des institutions de surveillance, comme il y avait une commission de contrôle des banques, etc., la commission a du mal à comprendre ce qui se passe au sein même des banques commerciales pour les assurances, c'est-à-dire que produits, quand, etc. Et donc, c'est une zone grise, sinon. C'est d'une si certaine manière, c'est parce que à cause de cette naissance de la zone grise qu'il faut unir les forces de contrôle des deux commissions pour suivre l'évolution des choses. Et d'ailleurs, à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, les institutions, les sociétés d'assurance, ils avaient des activités complètement mélangées. Et comme la Chine va ouvrir davantage son marché financier aux investisseurs étrangers, il faut se préparer aussi à ce genre d'échéance. Parce que lorsque les investisseurs entrent en Chine, s'ils ont des activités autres que par exemple, si les banques entrent en Chine, mais les banques étrangères peuvent mener des activités autres que bancaires. Alors, les banques chinoises seraient discriminées et dans le système actuel, la commission de surveillance des activités bancaires serait incapable de suivre les opérations de ces banques étrangères. Donc, c'est-à-dire que cette réforme s'inscrit plus largement dans un effort de la Chine de réformer sa structure économique pour mieux adapter. Oui, surtout, oui, pour s'adapter aussi à l'évolution de sa structure financière. Parce que les institutions financières chinoises commencent à mener des activités autres qu'il y a, par exemple, 10 ans. Il y a une autre réforme, c'est-à-dire la réforme dans le domaine fiscal, qui était aussi opérée, c'est aussi très essentiel à l'économie d'un pays. Donc, comment voyez-vous ce changement s'opérer dans ce domaine?
En fait, c'était aussi une application. Parce que le système fiscal, c'est-à-dire une fusion du système d'imposition. Là, c'est une très longue histoire. Donc, de faire une longue histoire courte, cela veut dire tout simplement, autrefois, nous avons un système basé sur une imposition locale. Alors, entre les provinces et le gouvernement central, il y a un système de négociation forfaitaire. C'est-à-dire que toutes les provinces vont donner un pourcentage de leur impôt à l'État. Et le niveau d'imposition est en négociation entre les gouvernements et le gouvernement central et les provinces. Dans les années 90, il y a eu une très grande réforme. On a dit que non, on va finir pour construire un système de l'État moderne. Bon, il faudrait séparer les impositions, les impôts. Les gouvernements locaux, donc les provinces, etc., elles devaient se contenter d'un certain nombre d'impôts et le reste serait à l'État. Donc pour les accompagner sortes d'impôts pour accompagner cette séparation d'impôts, etc., il y avait à un moment donné créé deux systèmes d'imposition. Un système d'impôt local et un système d'impôt national. Donc le bureau de l'imposition nationale est chargé de superviser bien sûr les agents ICOM, ils sont plantés, ils sont placés au niveau local. Donc, mais il y a un système d'imposition nationale qui surveille tout ça. Et il y a aussi un autre système, un système d'imposition locale, qui est responsable de la fiscalité, du revenu fiscal des autorités locales. Il y avait en parallèle deux systèmes. Et maintenant, on a fusionné ce système dans l'ensemble, mais dans un autre sens, dans le sens contraire. Autrefois, c'était des provinces qui avaient le contrôle sur le système de l'imposition. Aujourd'hui, c'est l'État qui a le contrôle sur le système d'imposition unique, mais seulement, bien sûr, le système d'imposition est national maintenant, cette fois-ci, avec la fusion. Mais il y a un partage de variétés d'impôts, c'est-à-dire que l'agent, les fiscs, etc., ils vont percevoir l'impôt. Et puis, ils vont redistribuer les impôts locaux au gouvernement de province. Mais qu'est-ce qui a conduit à ces réformes? Pourquoi on a décidé de faire ce genre de réformes? Ça fait une duplication, une répétition, avec parallèlement deux systèmes. Le système d'imposition locale et le système d'imposition nationale. Ça fait beaucoup de répétitions. C'est-à-dire il y a des gens qui sont taxés deux fois, c'est-à-dire non, pas vraiment. Non, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage de ressources humaines. D'accord. Donc vous avez besoin de deux systèmes, de deux équipes qui font à peu près la même chose. Donc maintenant, on économise les ressources humaines pour une meilleure répartition des impôts collectés. Dans l'ensemble, on a vu que ces réformes institutionnelles touchent beaucoup de ministères, beaucoup de départements. Alors, cette fois surtout, on a vu des remaniements ministériels sur les ministères relevant du Conseil des affaires d'État, plutôt. Alors, quelles réformes faut-il attendre dans les années à venir? Est-ce qu'il y aura d'autres réformes sur ces départements-là, ou bien est-ce qu'on s'attend des réformes au niveau plus bas, provincial ou Oh non, cette fois-ci, oui. On a annoncé le remaniement du gouvernement, donc avec une réforme institutionnelle des différents départements du gouvernement. Mais parallèlement, il y a aussi les mesures ont été prises pour réformer les affiliations de ces différents ministères.
au niveau provincial et au niveau du district. Tout cela a été fait, en fait. Tout cela a été fait. La restructuration institutionnelle est faite à l'échelon national, partout. C'est fait. À part ce remaniement du gouvernement, pour rendre la structure, disons, de l'État moderne appropriée aux demandes du développement de la société chinoise, on peut s'attendre aussi à d'autres réformes. La création de la cour, on appelle ça la commission, et en fait c'est comme une cour. La commission nationale de la supervision en est un autre exemple qui ne fait pas partie du cabinet, du gouvernement, qui est une institution à part, une institution indépendante comme le parquet suprême ou la Cour suprême. C'est une institution complètement à part, nouvellement créée cette fois-ci aussi. Donc ça ne fait pas partie du remaniement du cabinet, mais c'est aussi quelque chose de très important. On peut s'attendre aussi à une restructuration des départements du parti communiste. Ça va venir aussi, je pense, bientôt. Mais ce que vous avez mentionné, la commission de la supervision, même si ça ne fait pas partie du remaniement ministériel, mais avec sa création, il y a des départements qui ont été supprimés, qui étaient des ministères. Qui faisaient partie du cabinet, oui, qui faisaient partie du cabinet. Maintenant, ils sont à part entière, ils sont débloqués, ils en font partie maintenant de la nouvelle commission nationale de supervision. Mais plus brièvement, parce qu'on a évoqué ce sujet dans une émission spéciale parlant de cette commission de supervision, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que ça c'est quand même une création assez importante. Pouvez-vous nous expliquer très brièvement pourquoi il y a cette création? En fait, oui, la création de la commission nationale de supervision est quelque chose de très important. Cela marque une nouvelle étape dans la séparation des pouvoirs en Chine. En fait, la séparation des pouvoirs en Chine, depuis le début, à la fin de la dernière dynastie, depuis le début de la République de Chine, donc avant la fondation de la République populaire de Chine, Sun Yat-sen, à l'époque, le dirigeant de la République, avait prêché pour la création d'une séparation de 5 pouvoirs. Donc à part le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, il pensait que la Chine devait créer 2 pouvoirs indépendants aussi, qui correspondaient à la réalité chinoise. C'est un pouvoir de supervision, de contrôle, et un autre pouvoir de l'examen. Parce que le système d'examen en Chine est quelque chose de très important, qui a duré de plus de 2000 ans. La sélection de nos administrateurs, des fonctionnaires de l'État, etc., est basée beaucoup plus sur l'examen que sur d'autres choses. Donc le système d'examen, le pouvoir de surveillance sur l'examen a été considéré comme un pouvoir indépendant. Et après, cette idée a été plus ou moins abandonnée, qui n'a pas correctement mise en application. Mais cette fois-ci, avec la création d'une commission nationale de supervision, c'est le pouvoir de contrôle. Donc ça correspond un peu à cette ancienne tradition de Chine. Même dans l'ancien temps, si on remonte à l'histoire, dans l'ancien temps, sous les Ming, donc sous la dynastie des Ming, il y avait une cour indépendante de la supervision qui contrôlait les actions, les opérations des fonctionnaires de l'État à l'époque. Les missionnaires européens qui sont venus à la fin du XVe siècle, en particulier Matteo Ricci, le fameux missionnaire italien, avait pris note de cette pratique de supervision par une agence spéciale du gouvernement sur ces fonctionnaires, etc., ont été notés dans les détails. En fait, tous les 3 ans, la Cour de la supervision, la Cour de contrôle, examine les actions
différents administrateurs, des fonctionnaires, des mandarins, comme on dit, on appelle à l'époque ces fonctionnaires de Chine, de la cour, les mandarins, à tous les échelons, en province, etc., selon les cas de corruption, les cas de défaut, les cas de malversation, etc., les cas sont tous punis avec, bien sûr, des degrés différents, etc. Donc, ce système existait dans l'histoire de Chine. Maintenant, on reprend un peu cette histoire et cela montre que le pouvoir en Chine est décidé à mener de façon permanente la lutte anticorruption. Donc ça, un peu, on revient à la tradition pour faire un instance qui correspond bien à la réalité chinoise. Oui. Alors, pour parler un peu de l'ensemble de ces réformes, on voit que cette année marque aussi le 40e anniversaire de réforme et d'ouverture de la Chine. Donc comment, cette fois, ces réformes institutionnelles s'inscrivent-elles dans le long processus de réforme en Chine? Donc où en est-on? Il y a des gens qui disent aujourd'hui la Chine entre en eau profonde dans ces réformes. Et maintenant les réformes sont de plus en plus difficiles à mener parce qu'il y a plus de conflits d'intérêts, parce que les choses sont plus figées. Donc c'était pas comme au début de la réforme et d'ouverture. Oui, donc quel commentaire faites-vous Pour paraphraser une citation du président Xi Jinping, il dit qu'on est entré dans les eaux profondes de la réforme. Et en plus, il dit que les choses faciles ont été traitées, ont été résolues. Oui. Maintenant, il faudrait qu'on ronge les os. Donc, les viandes ont été mangées, on commence à ronger les os. Donc, c'est devenu plus difficile, oui, mais et pour ça, il faut tenir compte qu'en Chine étaient constitués des groupes d'intérêt, etc. La réforme est toujours plus ou moins opposée par les groupes existants, par les intérêts déjà acquis. Et quelquefois, donc, pour briser l'opposition de ces groupes d'intérêt, de ces intérêts acquis, etc., donc il faut une force plus unifié. Donc dans ce processus de la réforme institutionnelle, etc., vous avez vu une espèce de tendance de centraliser un peu plus le pouvoir, comme dans le cas de l'impôt. Le système d'imposition était, il y a longtemps, provincial principalement. Puis on a créé deux systèmes parallèles, provincial et national. Maintenant, c'est devenu national. Le système d'imposition c'est devenu national. On a centralisé le pouvoir, quitte à renvoyer un peu les fonds d'imposition vers les autorités provinciales, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été lancées. Donc, finalement, comment peut-on assurer une transition stable de toutes ces réformes? Vous avez évoqué, il y a des périodes d'expérimentation, mais vu le nombre de départements qui vont être fusionnés et les nombres de personnes qui vont être touchées par ces réformes, est-ce qu'on a la confiance ou les moyens d'assurer une transition stable de toutes ces réformes? Bon, personne n'est sûr de tout. Et la réforme, c'est des essais. Tout le processus de la réforme est de faire des tests, de faire des expériences, de faire des efforts pour essayer de faire avancer les choses toujours selon la logique de rationalité. On rend les choses plus raisonnables, plus rationnelles. Et je pense que cette fois aussi, avec un remaniement du gouvernement dans un esprit rationnel, de rendre les choses plus fonctionnelles, le contrôle des choses plus rationnelles, plus fonctionnelles, et logiquement, ça doit rendre le travail du gouvernement plus efficace. Alors je vous remercie, M. Ding, merci de vos éclairages. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.